Bien bonjour, nous sommes aujourd'hui sur notre usine Gverneland-les-Landes-Génusson et nous avons rendez-vous avec Guillaume Pignon. Suivez-moi. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne-Laure, bienvenue sur le site Gverneland Group des Landes-Génusson en Vendée. Merci à toi de nous accueillir et j'ai quelques questions à te poser si tu as un petit peu de temps à nous accorder. Avec plaisir. Alors c'est parti. Déjà je te propose de te présenter et d'expliquer un petit peu ce que tu fais au sein de l'usine. D'accord, donc ici vous êtes sur le site Gverneland Group des Landes-Génusson qui produit tous les matériels de travail du sol non animés et les matériels de désherbage mécanique. Et donc au sein de cette usine, moi je suis le responsable des ventes et du marketing auprès des marchés en France et à travers le monde. Et donc j'imagine que l'histoire de l'usine doit être assez riche. Alors oui, tout à fait. Comme toutes les usines qui existent alentour, la société ici avait été créée avant-guerre par un forgeron qui était dédié au matériel agricole. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, ça s'est industrialisé et c'est devenu la société SICAM. Dans les années 70, la société avait été rachetée par un groupe allemand, le groupe Rau, qui ensuite, dans les années 90, a été racheté par le groupe Gverneland, groupe norvégien auquel on appartient toujours. Et donc avec les années, l'usine s'est concentrée sur les matériels de travail du sol et depuis 2023 également sur les matériels de désherbage mécanique. Et si on parle un petit peu des salariés, vous êtes combien de personnes? Quel type de poste on peut retrouver au sein de l'usine? Donc ici, on emploie environ 110 employés à plein temps. Et ensuite, on ajoute généralement minimum 25 à 30 intérimaires. Donc on a toujours des intérimaires ici. Donc les postes sont très très variés, comme dans toutes les usines. Ça commence d'abord par le marketing, les études de marché, ensuite le R&D, la recherche et développement. Ici, on a plus de 18 personnes dédiées à la recherche et au développement. Donc le développement des machines, le dessin, les tests, les prototypes. Et ensuite, après, on arrive sur la production. C'est la mise en production de ces machines avec des ingénieurs méthodes, un atelier d'outillage avec des techniciens très expérimentés. Et après, on arrive sur la pleine production avec des soudeurs, des programmateurs en soudure, des peintres, des monteurs. Et donc, pour manager tout ça, bien évidemment, on a des équipes de vente, des équipes achats auprès de certains fournisseurs. On a des personnes qui gèrent l'administration des ventes avec l'étranger, les expéditions, etc. Et bien sûr, des responsables de production. Mais ça a l'air très technologique. Sur les postes que tu me présentes, vous utilisez quoi du coup comme technologie un peu de pointe Donc ici, en fait, on est situé à l'extrême ouest de l'Europe. Donc en fait, on a le challenge des transports pour livrer un peu partout en Europe. Donc il faut qu'on soit très compétitif en sortie d'usine. Et donc pour ça, on essaie d'automatiser au maximum les opérations. Donc on a 3 robots de soudure qui tournent en 2.8, voire un peu plus. Pareil au niveau du débit de l'acier. On a une nouvelle cabine de peinture, toute moderne depuis février 2020. Et donc on essaie d'automatiser au maximum et de perfectionner ou de, entre guillemets, améliorer les compétences des employés pour manager tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui produire plus et des machines plus grosses avec le même nombre d'employés en ajoutant les technologies de production. Et donc là, on est au bureau d'études. J'imagine que pour imaginer un nouveau matériel, il y a du monde qui bosse dessus. Donc c'est quoi les étapes pour créer un nouveau matériel? Donc nous, la R&D, le recherche et développement, c'est un point très central pour nous, à la fois pour assurer une très bonne qualité des machines, et bien sûr l'innovation pour les produits de demain. Donc aujourd'hui, on a plus de 10% de nos effectifs qui sont dédiés à la recherche et développement, ce qui est supérieur à l'industrie en général. Et donc on a des techniciens et ingénieurs au design au bureau d'études, et ainsi que des personnes qui sont à l'atelier prototype. Et donc c'est quelque chose qui est très calé dans le groupe Gverneland. Aujourd'hui, pour développer une machine, il existe en fait 7 étapes qui peuvent se dérouler sur 4 ou 5 ans. Et donc avec des suivis par ordinateur avec des calculs FEM, des machines prototypes de l'ordre de 4 à 10 selon les produits, qui sont essayés sur 1 ou 2 années. Et ensuite un système de pré-série à travers le monde. Et donc on essaie de tester les machines dans les conditions alentours pour avoir de la proximité et de la rapidité, mais aussi à travers le monde
le nord de l'Europe dans des conditions très humides, très lourdes, le sud de l'Europe dans les conditions très très dures, et parfois on va également dans l'hémisphère sud pour gagner dans le temps, c'est-à-dire que nous, quand les machines ne travaillent pas en Europe, elles peuvent travailler dans l'hémisphère sud, et donc ça nous permet d'avoir un développement rapide et dans des conditions parfois différentes, plus poussiéreuses ou autres. Donc là, on est dans l'usine et j'imagine qu'il y a vraiment des technologies de production assez pointues. Et par exemple là, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Donc l'usine utilise plusieurs technologies bien évidemment. Donc ici on est devant un robot de soudure à double torche. Donc dans l'usine on possède 3 robots de soudure. Le but du jeu, on a plus d'une trentaine de soudeurs, mais le but du jeu c'est d'utiliser un maximum des robots de soudure pour avoir une qualité de soudure la plus régulière possible et aussi faire en sorte que nos soudeurs ne fassent entre guillemets que pointer et un travail entre guillemets moins difficile. Ils aient des bonnes conditions de travail. Ensuite, quelque chose d'important, c'est qu'on a une nouvelle cabine de peinture d'ici février 2020, on ira plus tard. Et donc cette cabine de peinture aujourd'hui n'utilise plus de gaz. Donc en termes environnemental, on est très très bien. Économiquement et environnementalement parlant, on est très très bien à ce sujet-là. Et enfin, on a également plein d'autres technologies, de l'imprimante 3D pour les plastiques, etc. etc. Tu parles d'environnement, c'est un sujet qui est important au sein du groupe Gverneland de faire attention comme toutes les usines Gverneland, on a des responsables QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc le premier mot dans le groupe Gverneland, c'est d'abord la sécurité des employés. Donc il y a des classifications dans les accidents possibles. Et le but du jeu, c'est d'avoir les accidents graves le moins souvent possible. Et clairement, ça nous arrive très très peu. Le but du jeu aussi, c'est d'avoir le moins d'absentéisme. Et pour ça, c'est qu'il y ait des bonnes conditions de travail, pas de mal de dos, pas de faux gestes, pas de faux mouvements, etc. Donc ça, la sécurité, c'est très important. Et ensuite, en termes d'environnement, le but du jeu, c'est d'utiliser le moins de matières fossiles possible. Donc aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus de gaz pour la cuisson de la peinture, plus du tout. Et ensuite, on développe plein de technologies, les panneaux photovoltaïques pour l'électricité, etc. etc. dont le but d'être entre guillemets autonome et de moins consommer d'énergie fossile. Donc l'élan Génusson, usine française, c'est quoi être une usine française au sein d'un groupe international? Il faut savoir déjà qu'au sein d'un grand groupe international, il y a des standards de production. Donc bien évidemment, toutes les usines du groupe doivent respecter les mêmes standards en termes de production, mais également en termes de qualité, sécurité, environnement. On en a parlé. Et après, l'avantage d'être une société française, je dirais que c'est pas le fait d'être français, c'est le fait d'être une usine un peu plus PME ou à taille plus familiale. Ici, on a l'avantage, entre guillemets, qu'en étant un peu plus petit que d'autres usines, on est un peu plus multitâche, on a un peu plus le droit de prendre des initiatives, on a beaucoup d'entraide, on a un état d'esprit ici, tout le monde se connaît. Et donc ça, c'est très important. Après, l'avantage d'être français, c'est vrai qu'en France, on a plusieurs terroirs et c'est vrai qu'en moins de 100 km ici, on peut avoir des différences de mentalité, des différences dans la perception des choses. Et donc dans les réunions d'équipe ou dans les idées de faire avancer l'entreprise, c'est vrai que c'est toujours proactif, positif. C'est aussi ce qu'on retrouve finalement également dans nos matériels, où avec les différents types de sols, etc. Je dirais qu'ici, dans l'usine des Landes Génusson, on est un peu à l'image de la France. On est entre le nord et le sud, les terres argilo-calcaires des plaines, les terres du Grand Ouest plus limono-argileuses. Dans la mentalité, on est également pareil. Et en termes de vente, c'est quoi la répartition, les ventes sur le marché français et à l'international? Donc bien évidemment, le marché français reste notre principal marché. Mais aujourd'hui, la part de nos ventes à l'export est de plus de 80%, ce qui signifie un petit peu moins de 20% en France. Ici dans l'usine, on est une petite usine française et on vend à travers 52 pays. Voilà, donc les principaux marchés, bien évidemment, ça reste l'Europe de l'Ouest. Mais ici, on a des gros clients qui sont l'Amérique du Nord, notamment le Canada, l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie, le Japon, c'est un gros marché pour nous. Voilà. Après, je dirais qu'il y a deux continents où on vend un peu moins, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et en tant qu'usine française, est-ce que tu as des challenges particuliers à relever,
des sujets qui sont particulièrement difficiles au quotidien? Alors non, en étant français, entre guillemets, je dirais on remplit beaucoup de standards. Aujourd'hui, s'il y a un petit challenge en France, c'est le fait que on est un peu, je dirais, les plus mauvais en Europe à parler anglais. Donc aujourd'hui, en étant dans un groupe international, l'anglais c'est très important. Et donc aujourd'hui, nous, dans les gens, dès qu'on a des contacts avec des fournisseurs ou des clients, c'est très important de parler anglais. Et donc moi, je conseille les gens à pousser les jeunes à parler anglais, à apprendre l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement un critère important de recrutement. Après ici, on a une petite caractéristique, c'est qu'on est dans la zone de France où il y a le moins de chômage. On est même dans le canton de France où il y a le moins de chômage, le canton de Mortagne-sur-Sèvre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, recruter du monde, c'est un peu compliqué. Mais on met des choses en place avec beaucoup de formation, des choses pour intégrer les gens. Et donc on trouve des bonnes solutions et finalement on a très peu de rotation dans notre société. Et donc voilà, on prend les choses positivement et on essaie d'avancer avec ces petites contraintes. Donc une usine très humaine, avec une vraie relation entre les collègues, très peu de turnover, ça fait rêver? Non, mais disons que quand vous visitez l'usine, c'est vrai que la plupart des visiteurs ressentent en fait, que tout le monde se dit bonjour, tout le monde se connaît, tout le monde s'appelle par son prénom. Et en fait, on se retrouve un peu comme à la maison ou comme avec les copains de village, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Alors, difficulté de recrutement, mais ça veut dire qu'il y a des opportunités, vous recrutez? Alors oui, ici, on est en veille permanente pour le recrutement. Les principaux postes, bien évidemment, sont dans les postes de production. Donc on recherche en permanence des soudeurs, mais également on peut rechercher des monteurs et après des personnes bien évidemment à l'administratif, mais aujourd'hui le focus est sur principalement l'activité soudure. Donc Guillaume, l'agriculture évolue, les pratiques changent. Pour toi, c'est quoi l'avenir du travail du sol? L'avenir du travail du sol, c'est à peu près le même que les autres matériels agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier challenge, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes. Donc elles nécessitent des matériels, en l'occurrence de travail du sol, de plus en plus larges et qu'on puisse utiliser de façon de plus en plus rapide. La deuxième tendance, c'est le changement climatique. Donc clairement, c'est un sacré challenge. Aujourd'hui, la conservation de l'eau dans le sol, c'est quelque chose de très important dans certains pays. Récemment, j'ai pu visiter des pays où il n'y avait eu que 155 mm d'eau en 12 mois. Donc voilà, c'est pas très loin, mais ça existe. Et donc, dans le coup, ça entraîne des développements vers moins de travail du sol, donc du travail plus simplifié, potentiellement du semi-direct, du travail en bande. Donc c'est pour ça qu'on a ici le Cultistrip qui fait le strip-till, mais également aussi pas mal de choses concernant la fertilisation à la dent, le semis de couverts, etc. Donc plein de technologies associées à nos outils de travail du sol. Voilà, et donc après, par rapport à ces deux challenges, il y en a deux autres qui arrivent. C'est-à-dire que là, les agriculteurs, généralement, font deux choix. Soit ils veulent des machines les plus simples possibles, parce que potentiellement, ils ont des chauffeurs, on va dire, assez standards. Ou soit à l'inverse, ils veulent des machines très technologiques, avec beaucoup d'électronique. Et donc ici, l'usine Guingamp Group des Landes Junction, on est très fiers parce qu'il y a une dizaine d'années, on était les pionniers à avoir développé un déchômeur Isobus, donc le Turbo T e-tiller. Donc Verneland est pionnier dans l'Isobus et leader dans l'Isobus. Et donc à l'époque, il y avait le Turbo e-tiller qui avait été créé avec le management de toutes les fonctions. Et donc ces choses-là vont avoir tendance à se développer dans un premier temps. Et après, on commence aussi déjà à réfléchir à l'utilisation des matériels avec des tracteurs autonomes et potentiellement des robots, qui sont actuellement les tendances à petite échelle aujourd'hui, mais sans doute à grande échelle demain. Et quand on est arrivé, tu nous as parlé de désherbage mécanique. Oui, donc depuis 2023, ici, on s'occupe du désherbage mécanique. Donc on a toute une gamme de désherbage mécanique, de la houe rotative, de l'interface de guidage, des bineuses bien évidemment, qui est notre principal marché, et demain des RC-trilles de précision. Et donc le désherbage mécanique, c'est quelque chose d'important. Donc les gens ont tendance à penser que le désherbage mécanique, c'est l'agriculture biologique.
Alors bien évidemment, c'est indispensable dans l'agriculture biologique. Mais aujourd'hui, le gros du marché dans le désherbage mécanique, c'est l'agriculture conventionnelle. Donc c'est-à-dire une combinaison avec le désherbage standard avec pulvérisateur ou autre, mais également avec les pratiques plus liées au sol. Donc ça, c'est une grosse tendance. Aujourd'hui, des gros marchés, c'est la betterave à sucre, c'est le maraîchage, mais la grosse tendance va également vers les céréales. Voilà. Et donc quelque chose d'important, on appelle ces matériels-là des matériels de désherbage mécanique. Et finalement, la notion de désherbage n'est qu'une partie. Le désherbage, bien sûr, c'est lié aux résistances de certaines adventices à certains produits chimiques. Donc là, on a besoin de ça, mais il y a également toute la partie agronomique, aider à la minéralisation de l'azote avec l'oxygénation du sol, casser les croûtes de battance, etc. Historiquement, on dit un binage, c'est 2 arrosages. Bon, techniquement, c'est aussi démontré, notamment sur des cultures comme le tournesol. Donc en fait, il y a toute cette partie-là. Ouais. Donc voilà, et sachant qu'il y a toute cette partie agronomique, sol, etc., c'est aussi la raison pour laquelle c'est cette usine-là qui a été dédiée à l'acquisition et développement du désherbage mécanique. Voilà, Guillaume, j'ai entendu dire que vous aviez un projet d'extension. Il faut que tu m'en dises un peu plus. Le projet d'extension, le voilà. Donc l'usine, on a dit que les matériels devaient être de plus en plus larges, de plus en plus grands. Et donc, au bout d'un moment, l'usine allait se retrouver serrée, entre guillemets. Et donc, en parallèle de tous les projets de développement de nouvelles machines, il y a un projet qui s'est fait de développer l'usine, de l'agrandir. Et donc, même si on est dans une période fin 2024, début 2025, un peu plus dure dans le machinisme agricole en général, on continue d'investir parce que les gens continuent toujours de se nourrir, les agriculteurs ont toujours besoin de matériel agricole. Et donc, demain, on sera prêt pour l'avenir. Et donc on a fait l'acquisition de 1,7 hectares de terre et 6000 m² pour construire un bâtiment, une extension de 6000 m². Et donc à ça va s'ajouter plein de nouvelles technologies de production, donc je ne peux pas en dire plus. Mais également après tout ça vont s'ajouter également des choses concernant des panneaux solaires, des choses liées à l'environnement, la sécurité des employés, etc. Donc pour avoir un outil de production hyper moderne pour l'avenir. C'est un message qui est super enthousiasmant pour l'avenir en effet. Donc fin des travaux. Fin des travaux été 2026. Et donc d'ores et déjà on vous invite à venir visiter l'usine, même si ce n'est pas les meilleures conditions. Et donc on vous invitera à visiter l'usine. Donc les agriculteurs, les entrepreneurs de travaux écoles, les CUMA. On a régulièrement des visites, donc n'hésitez pas. Les écoles, voilà, pour voir qu'autour de l'agriculture, il y a plein de métiers sympas et que nous, dans notre petit coin de France, on essaie de suivre tout le monde. When farming means business.